D1 baby. D1 baby. Alors, on reste avec vous, nous avons de prendre encore pour cet autre sujet qui a marqué l'actualité de ces fins de semaine. C'est l'une des familles les plus célèbres du Cameroun et pourtant elle fait l'objet d'un conflit depuis plusieurs années. La famille Noah, Zachary, Noah, Joachim et en passant par Yannick sont accusés d'être à la tête d'un héritage arraché à Yaoundé. L'affaire était à la une du journal Kalara cette semaine. Au Messager, vous en avez également parlé. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Le problème, c'est que vous prenez l'affaire par la fin. Parce que lorsque vous la prenez comme ça, là, Zachary Noah, Yannick Noah, on a le sentiment que c'est-à-dire, il faut aller aux sources de cette famille pour dire qu'il s'agit de la famille de Simon Noah Biké. Noah Biké est en réalité, pour la petite histoire, un grand illustre dignitaire Betty Rondo, qui est Touri, qui, n'est-ce pas, a affronté les mutins le 6 avril 1984, alors que ceux-ci menaçaient de s'approprier, de s'emparer, de chasser pour lui, de tout dire. Alors, il est atteint par fusillade, sauf que il mourra le 11 avril 1984 des suites de ses blessures. Naturellement, comme je disais, c'était impuissant. Il avait sa première femme qui s'appelait, je crois, Mokongo Elisabeth, avait 6 enfants. Et les 6 enfants, parmi les 6 enfants, il y a effectivement Zachary Noah. Donc en fait, Noah Biké est le père de Zachary Noah. Il est le grand-père de Yannick Noah et l'arrière-grand-père de Joachim Noah. Mais sauf que jusqu'à maintenant, on connaît beaucoup plus de Noah Biké, de la famille Noah Biké, rien que les Zachary Noah. Pourtant, monsieur Noah Biké a eu une deuxième épouse qui s'appelait Jacqueline, je crois, Essenge Jacqueline, avec qui il a eu 4 enfants. Et tous ont vécu, en fait, disons, les 4 enfants ont vécu presque dans la même concession jusqu'à ce que Noah Biké meure en 84 et en 86 demain ce qu'on appelle le rodéo judiciaire, qui n'est pas prédéfini jusqu'aujourd'hui parce que, et ce qui est incroyable dans l'affaire, c'est parce qu'au fur et à mesure que nous avons continué dans cette enquête, et les autres, elle est devenue passionnante de par les émotions et malheureusement absurde de par les décisions de justice. Parce que lorsque le rodéo judiciaire commence en 1986, 10 ans après, le juge, le magistrat, parce que les enfants de la famille la plus puissante, parce que c'est-à-dire sur les 2 lits, et je voudrais dire que M. Noah Biké ne s'est pas officiellement marié, officiellement, n'a un acte de mariage conforme. Mais sauf que les enfants, ce que j'ai retrouvé dans le dossier, les enfants, les 4, ont chacun un acte de naissance, donc des documents légaux qui démontrent qu'il les a reconnus. Même si on cherche encore dans le dossier, je n'ai pas retrouvé les traces des documents de son premier lit. Mais toujours est-il que lorsque le premier lit a ceci de particulier, que les 6 sont extrêmement importants, ils sont imposants. Et ça rejoint un peu la fable de Jean La Fontaine qui dit dans La Peste, qui disait que selon que vous serez blanc ou noir, les jugements de cour vous rendront puissants ou misérables. Donc le premier lit est puissant. Vous avez par exemple l'un des enfants de Noah Biké, l'une des enfants qui est la femme de l'ancien premier ministre Simon Piechungi. Vous avez l'une qui est belle-mère à, n'est-ce pas, Luinda. Donc vous avez une des femmes qui est la femme de Valais Togo. Donc tout cela fait en sorte que c'est la grande puissance. Du coup, la grande puissance là estime que le deuxième lit de Noah Biké n'avait pas droit de citer, et surtout que là-bas ils sont encore un peu jeunes et c'est sous cela. Donc quand on arrive à la justice,
c'est maintenant que j'arrive à la justice, parce que la justice va jouer quelque chose d'extraordinaire qui, aujourd'hui, a jeté du trouble dans cette famille. Donc, après la saisine du tribunal de coutumier, qui est récusé par la famille de Zachary Noah, parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas gérer ça, on ne peut pas les arranger, ils saisissent le TGI. Le TGI fait 10 ans, et en 1995, il y a une décision. Je ne suis pas juriste pour, n'est-ce pas, la commenter, mais je sais qu'il y a une décision rendue par le magistrat Daniel Soné Mekobo, aujourd'hui premier président de la Cour suprême. Mais curieusement, hein, dans sa décision de rendu, il décide que les co-héritiers sont exclusivement les enfants du premier lit de Noabiké. Donc les autres n'ont droit à rien, malgré les documents qui sont contenus dans le dossier et qui montrent que Noabiké a reconnu tous ses enfants, enfin les 4 autres enfants. Alors comment expliquer cela? Donc finalement et fatalement ça va aller Caïn Kara jusqu'aujourd'hui. Donc la décision rendue par Daniel Soné Mekobo, l'actuel président de la Cour suprême, hante cette famille depuis lors. Il y a 23 ans qu'il a rendu cette décision lorsqu'il était au TGI, et depuis 23 ans, il y a une seule famille qui gère exclusivement les biens de Simon Noabiké. Donc, et la plus curieuse situation, ce qui est un peu curieux, et c'est parce que pour terminer, mais si vous voulez que je termine rapidement, ce qui est curieux, c'est que il y a eu une autre saisine du TGI qui a décidé que non, au regard de ce que ce TGI a fait une descente sur le terrain pour découvrir que l'acte de mariage qui avait servi à Daniel Mekobo Soné pour rendre sa décision, hein, estimant que l'unique mariage contracté par Noabiké était, n'est-ce pas, avec Mekongo Elisabeth, on s'est rendu compte que l'acte qui était prétendument signé par Emma Basile était un faux. Alors du moment où on s'est rendu compte que c'était un faux, puisque la justice qui fait une descente se rend compte que c'est un faux, donc on devait reconsidérer un certain nombre de choses. Et les 4 étaient d'accord pour la répartition de l'héritage. Mais maintenant, on est reparti pour une autre bataille judiciaire, sauf qu'avec celle-ci, on s'est retrouvé dans une situation où, après avoir envoyé le dossier au parquet général pour ses réquisitions, le dossier est porté disparu. Très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer. Est-ce que c'est parce qu'on se dit le tribunal hésite à casser la décision prise il y a 23 ans par celui qui est devenu aujourd'hui premier président de la Cour suprême? Alors, merci. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Rapidement, peut-être en quelques mots, professeur Mathias Eric Ouanangini, malheureusement, plusieurs grandes familles, hein, si on peut les appeler ainsi, se retrouvent dans de telles situations, des litiges, problèmes de succession. À qui la faute finalement? À ce père qui ne met pas en place ces choses avant de mourir, qui ne prépare pas justement cette succession? La faute à qui? À la chefferie traditionnelle qui n'arrive pas à gérer sereinement ce type de litige, ou encore on se retrouve sur le plan des batailles judiciaires avec des dizaines d'années et qui à la fin on n'a pas l'impression que la justice est au rendez-vous? À qui la faute finalement? Je n'aime pas trop parler en termes de faute. Bon, je préférerais parler en termes de responsabilité. Oui, c'est responsabilité, pas complètement si vous voulez. Différent. Disons, les responsabilités sont partagées. Elles viennent d'abord peut-être du patriarche Simon Noabiké lui-même, parce que c'est lui qui aurait dû mettre de l'ordre à ça dès le départ, et soit en utilisant les moyens du droit moderne, soit en utilisant les moyens du droit traditionnel. Ensuite, quand un patriarche de cet ordre, patriarche important de la communauté étoudie, meurt, il y a des instances traditionnelles qui s'occupent de régler les questions qu'il y a dans sa famille. Elles auraient dû, justement à ce moment, régler tout ça, parce que évidemment ça ne fait pas bien qu'il y ait
désordre dans une famille d'un patriarche. Dans l'héritage, dans l'élite, comme on dit, d'un patriarche. Maintenant, je pense que l'essentiel pour les deux parties, c'est de s'entendre. Je crois que le premier lit, ayant l'avantage de l'âge et de l'importance sociale, doit faire preuve de hauteur et accepter que le deuxième lit lui est bien lié. Après tout, ce sont tous les enfants du patriarche, mais ce genre de choses se règle d'autant plus facilement qu'il y avait déjà une vie commune. S'il n'y a pas de vie commune, c'est très difficile, parce que là, les perceptions en termes de fraternité ne sont pas établies. Ça veut dire que les gens ne se reconnaissent pas comme étant des frères, parce qu'en fait, ils n'ont pas vécu en tant que tels. C'est là l'une des difficultés. Mais comme vous avez dit, pour finir, c'est un problème effectivement récurrent dans ce qu'on appelle les grandes familles camerounaises. Et ce n'est même pas justement une affaire de localisation communautaire. On le trouve à l'ouest, on le trouve dans le centre-sud, on le trouve dans le littoral. Il y a beaucoup d'exemples, des hommes d'affaires, des hommes de pouvoir, où ce problème se pose. Ça montre toute la délicatesse que le monde moderne a créé. Parce que ça aussi, c'est les effets de la modernité, la part de l'argent, la part du gain et du pouvoir, l'esprit de captation, les égoïsmes qui viennent s'ajouter. Mais en fait, c'est aussi une problématique traditionnelle. Dans l'histoire de nos communautés, il y a toujours eu des tiraillements autour de l'héritage des patriarches. Et je pense que pour la famille noire, il est important de régler ça en douceur, et je pense dans un cadre plutôt familial et communautaire que dans le cadre de la justice, parce que la justice, ça va plutôt contribuer à augmenter les tiraillements, et ce n'est pas bien pour leur nom. Abel Imblober, vous voulez dire quelque chose? Il faut que le ministre de la Justice sache que dans les greffes, il est légion naturelle ordinaire que pour vous empêcher de jouir d'une décision de justice, qu'on fasse disparaître le dossier. Très bien. Et on ne vous donne pas l'expédition. Une minute, une minute, rapidement. Bon, je croyais que le consultant voulait réagir. Oui, disons que je voulais intervenir sur la problématique. Oui, sur la problématique de la famille noire. Oui, d'une manière générale. Je pense que ce qui est étonnant, c'est que des enfants, sachant que tel est leur père, ils ont vécu ensemble, et puis après la disparition du père, ils commencent à renier leur frère. C'est des choses inacceptables. Ensuite, lorsqu'on s'appuie sur les actes, il ne faut pas confondre les choses. Les enfants héritent des parents, ce n'est pas les femmes qui héritent. Bon, maintenant, pour empêcher l'héritage des enfants, on va recourir aux actes de mariage. Est-ce que cela a un sens logique? L'enfant est l'enfant du père, parce qu'on hérite du père dans le cas d'espèce. Donc, on vérifie si l'enfant est le fils du père ou non, c'est tout. Et moi, je pense que cette histoire de tribunal, c'est en réalité pour faire diversion. S'il y avait un débat entre les deux femmes, là, on parlerait. Bon. Le problème des actes peut se poser peut-être dans les modalités opérationnelles de partage. Mais à partir du moment où tout le monde sait que c'est les enfants de Noir, je ne vois pas très bien quel est le problème au point où les juges vont en quelque sorte refuser une paternité reconnue par le père lui-même et par la communauté. Il y a quand même quelque chose d'abusif, et malheureusement on retrouve ça de manière récurrente. Parce que notre désir de richesse est tel qu'on est prêt à renier ses frères, prêt à tuer. On a vu une dame dernièrement, je ne sais pas si dans quelle mesure c'est vrai, qui a tué son enfant pour la richesse, pour aller en Europe. Exactement. Donc vraiment, il faut qu'on réduise vraiment cette sorte de soif, d'âpreté dans la recherche de l'argent. Maintenant, s'agissant du problème du tribunal, je pense que nous sommes en 2018. Nos tribunaux continuent à fonctionner comme si on était en 1960. Nous avons aujourd'hui l'avantage de l'instrument informatique qui est capable d'enregistrer tous les fichiers.
Donc on ne devrait même plus avoir ce genre de problème. Au moins pour ceux qui regardent les procès d'aujourd'hui, il faudrait concevoir un programme d'informatisation du travail judiciaire de manière à ce que tous les actes soient saisis dans une base de données et qu'on ne puisse plus jamais un jour venir dire aux gens le dossier a disparu. Sinon on ne peut pas continuer comme ça. Très bien. On va prendre le random de l'actualité. Votre minute, d'accord. Une minute. Ma minute, simplement pour dire que, Albertine, je vous convie à lire en profondeur ce dossier pour constater certaines curiosités. Comment peut-on envoyer comment peut-on demander à un procureur général des réquisitions depuis le mois de mai 2017 jusqu'aujourd'hui, il ne les a pas retournés au magistrat de siège, on dit que le dossier est perdu. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, lorsque Noah Biké se marie, Noah Biké, quand vous regardez comment il vit avec ses épouses, en réalité, c'est un Africain, c'est un dignitaire étourdi qui pense que les enfants qu'il accouche, la fortune qu'il bâtit, c'est pour tout le monde. C'est en Afrique, il n'y a pas ces histoires où tel est l'enfant de tel ou bien de tel lit. Donc, dans sa tête, il sait que tous ses enfants sont ses enfants. Et lorsque arrive le 6 avril, les blessures, il ne sait pas qu'il va mourir. Donc, je ne pense pas que c'est lui le problème. Il a amassé des richesses pour sa famille. Il a reconnu, que ce soit les 6 ou les 4, les documents la prouvent, comme vient de le dire Dieudonné Somba. Alors, comment peut-on expliquer, si ce n'est pas un problème d'égoïsme et d'égocentrisme, comment peut-on expliquer que les enfants d'un lit éloignent les autres, n'est-ce pas, de l'héritage? Je pense que, je vais chuter par là, c'est ce que nous avons suggéré dans la première édition, dans la première phase d'enquête que nous avons publiée dans le Messager, que nous espérons que Yannick Noah, qui est un homme éclairé, qui est un talentueux tennisman, légendaire musicien, aujourd'hui, puisqu'il est, je crois, dans la 2e ou 3e génération, qu'il est installé dans le fauteuil du patriarche Noah Biké, nous espérons que lui, tout au moins, il va mettre en parenthèse toutes ces procédures judiciaires, qui va rappeler ses frères et sœurs, se mettre sur la même table et tout au moins, n'est-ce pas, donner aux autres leur part, encore que les 4 n'attendent que cela. Ils n'ont pas besoin de s'approprier l'héritage. Ils ont besoin de leur part. Ce serait bien d'autre manière pour l'image de cette famille. On va donc prendre le round-up de l'actualité de la semaine sur Vision 4, l'essentiel de l'actualité tel que traité par la rédaction. D1 baby. D1 baby. D1 baby.